Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'être dans cette salle. Donc je vais vous faire une présentation sur qu'est-ce qu'on a appris en traitant 3 milliards de requêtes par jour. Donc ça s'est passé dans une boîte qui s'appelle Magic. Tout d'abord, qui je suis. Donc je m'appelle Bertrand Paquet, j'ai été consultant pendant 7-8 ans chez Octeo Technologies. Je m'occupais de tout ce qui était DevOps, performance, j'ai fait pas mal de dev aussi. Actuellement, je bosse la journée chez Doctolib, donc une startup qui fait de la prise de rendez-vous en ligne. Et j'ai bossé depuis 1 an et demi la nuit chez Magic, ce qui est le sujet de la presse d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer dans quel contexte. Pourquoi est-ce qu'on est là? En fait, au bout d'1 an et demi, on a quand même accompli pas mal de trucs. On s'est beaucoup amélioré, donc je voulais partager avec vous tout ce qu'on a appris. Donc pour commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que Magic. Donc Magic, c'est une boîte qui fait de la médiation de pubs mobiles. Donc d'un côté, vous avez des fournisseurs d'espaces publicitaires, c'est-à-dire des applications mobiles. De l'autre côté, vous avez des acheteurs d'espaces publicitaires, ce qu'on appelle des ad networks. Magic se met au milieu et le but de l'opération, c'est de fournir la bonne pub à la bonne app au bon moment. Le business model là-dedans, comme dans tous les business liés à la pub, c'est les clics. Les affichages de cul, les affichages de publicité et les conversions. Au niveau équipe, c'est une toute petite boîte. Donc là, il y a tout le monde. Donc il y a un CEO, un CTO, un business developer, il y a 2 développeurs. Et il y a moi qui suis intervenu comme consultant expert depuis 1 an. Alors comment ça s'est passé en fait? C'est un copain qui m'a appelé parce qu'il avait donc le CEO qui avait des problèmes de performance, donc il m'a demandé si je pouvais leur filer un coup de main. Je suis allé voir, j'ai vu que ce qu'ils faisaient c'était sympa et donc j'ai commencé à leur filer des coups de main la nuit. Donc ça c'est de fil en aiguille comme ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. Moi ça me plaît bien parce que c'est assez différent de ce que je fais dans la journée. Et donc j'ai pu bosser là-dessus essentiellement la nuit. Donc au niveau architecture, voilà ce que ça donne. Donc d'un côté on a plein d'apps mobiles et de l'autre des ad networks. Au milieu on a ce qu'on appelle un ad server. Au niveau des apps mobiles, on a à peu près 3 milliards de requêtes par jour, ce qui fait à peu près 50 000 requêtes secondes. Sur les ad serveurs, je vous parlerai tout à l'heure de la taille. On parle d'à peu près 50 serveurs. Voilà. Il y a évidemment un click server qui permet de récupérer les clics parce que c'est ça qui fait l'argent. Et en fait, on est un espèce de gros cache qui, en plus, permet de servir des campagnes de pub. Donc les pubs partent des ad networks et arrivent jusqu'aux apps mobiles. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici ce que c'est qu'un ad server. Donc on a en haut, on a un frontal web, un serveur web qui est Nginx. Derrière, on a des workers PHP. Derrière, on a des caches, beaucoup de caches. Donc on a des caches qui sont avec des sujets fonctionnels différents. Il y a à peu près 18 types de caches fonctionnels. Et chaque cache est shardée sur plusieurs instances Redis pour pouvoir absorber la charge. Donc on se retrouve sur un ad server avec environ 200 instances Redis pour faire tout ce qui est cache. Les caches sont provisionnés grâce à des workers PHP qui tournent en background et ils utilisent une base MySQL pour se provisionner. Ce qui est intéressant de noter là-dedans, c'est que lorsque les requêtes arrivent, jamais sur le chemin critique n'est la base de données. Elle n'est accédée qu'en asynchrone, sinon on ne pourrait jamais tenir la charge. Donc on a vraiment des caches qui sont remplies par des workers asynchrones derrière et qui sont interrogés ensuite par des frontaux PHP. Donc c'est une architecture qui est en somme extrêmement classique et pas très compliquée. À côté de ça, on a quelques briques à côté de reporting et de batch, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Donc voilà comment ça marche. Quand une ad request arrive, on commence par l'analyser. Par l'analyser, j'entends qu'on va en gros parser le user agent et regarder l'IP entrante pour savoir de quel pays ça vient, quel est le type de téléphone, la taille de l'écran, les langues, tout ça. On va ensuite faire une phase d'optimisation pour trouver la bonne pub à servir. Donc soit on va la chercher dans des caches, soit on va aller la chercher en temps réel sur un ad network. On peut soit les servir en direct, soit les servir depuis le cache. Pour ça, on a besoin d'interroger une grosse base de données de statistiques. En parallèle de ce flux synchrone, on va déclencher tout un tas de jobs asynchrones pour soit aller faire des demandes asynchrones aux ad networks pour re-remplir le cache. Quand par exemple on sert une pub du cache, on va faire une demande pour en remettre une à la place. Et lancer d'autres jobs asynchrones de calcul de statistiques pour mettre à jour tout le moteur de statistiques et pour pouvoir améliorer l'optimisation. Maintenant que je vous ai présenté à peu près comment ça marche, c'est pour que vous ayez une idée, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on l'a fait.
Donc la première étape, quand je suis arrivé chez Magic, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a posé un certain nombre de fondations. La première, c'est l'industrialisation. Ensuite, on a simplifié pas mal de choses pour pour que ça marche mieux. On a ajouté du monitoring. Historiquement, il y avait assez peu de monitoring chez Magic, c'était surtout du monitoring business, c'est-à-dire centré sur les dollars et qu'est-ce que ça rapportait. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la répartition de charges, qui, vous allez le voir, était un vrai sujet. Une fois qu'on a eu ça, une fois qu'on a eu posé ces briques-là, on a pu faire des trucs beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire, on a pu passer en multitenante, c'est-à-dire, je vais vous détailler derrière ce que ça veut dire. On a pu rajouter des data centers, et on a pu faire du scale-out, c'est-à-dire multiplier par 2 ou 3 la taille de la plateforme pour servir beaucoup plus de requêtes. Donc, pour les fondations, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un workflow de déploiement. Donc, ça part de GitHub. Ça permet de déployer déjà le code applicatif, donc la partie PHP sur les serveurs. Donc, on utilise le même workflow de déploiement, que ce soit sur les plateformes de dev, pré-production ou production. Mais depuis GitHub, il y a aussi tout ce qui est config management, donc la configuration des serveurs, tout ce qui est load balancing. Tout ça est donc configuré par chef et géré dans GitHub. Pour faire une vraie industrialisation, il n'y a rien qui est fait à la main et tous ces déploiements passent par un Jenkins. Donc maintenant, quand les développeurs de Magic veulent déployer du code, ils se contentent d'aller sur Jenkins et de cliquer sur Production Deploy et ça déploie sur les 40 nœuds. Historiquement, c'était plus basé sur des scripts shell. Le problème des scripts shell, c'est que c'est bien pour bootstrapper un serveur from scratch. Par contre, si vous avez déjà un serveur et que vous voulez faire des évolutions d'architecture, coder ça en shell, c'est assez pénible. C'est pour ça que je préfère passer par un outil comme Chef qui me permet de gérer bien plus facilement cette évolutivité de l'architecture. Le deuxième point, c'est que Chef, quelque part, il me permet de faire de l'audit et de m'assurer que toutes les confs des serveurs sont identiques. Un script shell, c'est assez difficile de coder ça comme ça. Une fois qu'on a fait ça, en parallèle, on a déployé toute une stack de monitoring. Donc, comme je vous l'ai dit, le monitoring qu'il y avait avant, c'était vraiment du monitoring business, donc centré sur les dollars. Moi, pour pouvoir administrer et gérer la plateforme, j'ai eu besoin de tout un monitoring technique. Donc on a déployé cette stack-là, qui finalement est assez classique. Donc sur chaque serveur, on a un démon qui s'appelle CollectD, qui permet de collecter des métriques. Donc classiquement, disque, CPU, RAM, load, tout le tralala. L'avantage de CollectD, c'est qu'on peut brancher assez facilement des scripts dedans pour remonter des métriques custom. Donc une fois qu'on a ces métriques, c'est des métriques qui sont continues, parce qu'elles ont un point toutes les 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, CollectD va remonter les taux d'utilisation CPU, RAM. On pousse tout ça dans Graphite, donc une base de données qui permet de stocker ça. Et on a branché Grafana dessus qui permet d'interroger cette base de données. Je vous montrerai tout à l'heure plein de screenshots du monitoring qu'on arrive à avoir. La limitation de faire juste ça, c'est qu'en fait, on a souvent des métriques qui sont discontinues. Par exemple, si vous voulez compter le nombre de requêtes HTTP, vous avez un top à chaque requête HTTP, et il faut sommer ces requêtes sur 10 secondes pour avoir un nombre de requêtes par seconde. C'est pour ça qu'on a utilisé un outil qui s'appelle StatD, qui permet en fait de transformer les métriques discontinues en métriques continues. On peut pousser de la métrique dans StatD, soit depuis directement le code applicatif PHP, soit depuis des scripts pour calculer tout et n'importe quoi. À côté de ça, j'ai mis une brique qui s'appelle Cabo, qui permet de faire de l'alerting. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les courbes, c'est bien, mais il faut qu'on ait quelque chose pour les surveiller et pour nous envoyer des mails ou des SMS quand ça dépasse certains seuils. Donc on a mis Cabo. C'est pas le meilleur outil du monde, mais ça fait le job juste comme il faut, quoi. C'est encore une des grandes faiblesses de cette stack d'architecture qui marche très bien, sauf la partie alerting qui est un peu légère. La bonne nouvelle, c'est que dans les nouvelles versions de Grafana, ils sont en train d'intégrer toute la partie alerting. Donc on va pouvoir supprimer la partie Cabo pour remplacer tout ça par ce qu'il va y avoir dans Grafana. Ensuite, je vous ai parlé de simplification. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, avant, pour faire les jobs asynchrones, en fait, à chaque fois qu'un worker PHP voulait faire un job asynchrone, ou par exemple faire une requête sur un ad network, il le plaçait dans une file d'attente Redis. C'était dépilé par des workers PHP qui eux-mêmes lançaient le job. C'est bien, ça marche. Le problème, c'est la scalabilité sur les workers qui sont en bas. Il faut un instancier un certain nombre pour pouvoir absorber tous les jobs qu'il va falloir faire. Ça pose un autre problème de consommation de RAM, parce que ça consomme énormément de RAM d'avoir tous ces workers instanciés.
On a simplifié ça en faisant comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait un petit module en Go qui, quand le code PHP veut faire un job asynchrone, il l'envoie dans un paquet UDP, donc il fait juste un petit JSON dans un paquet UDP, qu'il envoie au module en Go. Le module en Go, il prend ce payload JSON et il fait une requête HTTP qui revient sur le frontal Nginx et qui est donc traité par un worker PHP standard. Ça a permis d'améliorer énormément la scalabilité, parce qu'en fait, tout ce qui est gestion du nombre de workers, les tuer quand il n'y en a pas besoin, tout ce qui est redéploiement, bah, c'est géré nativement par ce qu'on utilise d'habitude pour faire du PHP. Donc ça a permis de vraiment simplifier les choses. L'autre avantage, c'est qu'au niveau du module Go, on a pu limiter le nombre de jobs en cours, c'est-à-dire lui dire bah, t'en exécutes en parallèle max 200. Le module Go, c'est quelque chose qui reste tout petit, hein. C'est 150 lignes maximum, hein. C'est pas du tout un truc très compliqué. Voilà, ça c'est un exemple de simplification qu'on a mis en œuvre sur l'architecture. Ça a permis de changer complètement la limitation. Historiquement, les serveurs, ils étaient memory bound à cause de la consommation RAM de tous les workers PHP qui étaient en bas. Avec ce système-là, on a eu entre 10 et 20 fois moins de workers PHP, donc la consommation mémoire a diminué drastiquement, et on est devenu complètement CPU bound. La seule limitation qui restait sur les serveurs, c'était uniquement la consommation CPU due au PHP. Je vous ai parlé tout à l'heure de la répartition de charges. Quand je suis arrivé chez Magic, c'était très complexe. À chaque client, donc à chaque pool d'applications ou application, Magic donnait un alias DNS. Ces alias DNS étaient associés à la main, donc dans les confs DNS, sur un ou plusieurs ad servers pour servir les publicités. C'était fait comme ça parce qu'en fait, pour que l'optimisation soit performante, hein, il fallait que les requêtes pour un même client tapent toujours sur le même serveur puisqu'elles se ressemblent. Et donc on avait plus de chances de taper sur une requête, enfin sur une pub qui est dans le cache quand on arrive toujours sur le même serveur. Donc ce besoin de colocalisation des données pour un même client ou pour un même type de requête faisait qu'en fait on ne pouvait pas répartir globalement la charge sur les serveurs, on était obligé d'assigner un client sur un serveur. Ça c'est l'horreur comme solution, parce que quand vous voulez changer la répartition, vous devez aller modifier les DNS. Alors déjà, ça se fait à la main. En plus, il y a un temps de propagation. Donc c'est vraiment, opérationnellement, c'est vraiment très pénible. Néanmoins, ça faisait le job et ça fonctionnait à peu près. Avec l'augmentation du trafic, ça devenait juste ingérable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on est passé par des load balancers, donc en l'occurrence des HAProxy, pour, au lieu de faire cette répartition au niveau DNS, on l'a fait au niveau des HAProxy. Globalement, ça fait la même chose, on est toujours obligé de faire la répartition à la main, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons que tel client va sur tel pool de serveurs. Néanmoins, c'est beaucoup plus facile à faire puisqu'il suffit de modifier la conf HAProxy. Donc on peut faire ça à chaud, le temps de prise en compte, c'est instantané. Donc passer de ça a ça a énormément simplifié l'administration au quotidien. Donc pour vous donner une idée quand même, le trafic, il n'est pas du tout lisse pendant la journée, il change, il oscille en fonction des heures de la journée, des pays qui sont dans le jour ou pas. Donc on avait vraiment des grosses oscillations en termes de trafic sur différents types de clients. Donc on était obligé de reconfigurer les DNS 3 à 4 fois par jour. Donc passer sur HAProxy, ça a été une libération pour tout le monde. Néanmoins, comme vous le comprenez, on est encore obligé de faire la répartition de charges à la main, ce qui n'est pas une solution très viable. Donc quand on en était à ce niveau-là, on en était à peu près 200 instances Redis par serveur, donc entre 18 et 20 caches fonctionnels. Donc en comptant le sharding sur les instances Redis pour que ça tienne les perfs, ça nous faisait à peu près 200 instances. Donc la grosse évolution qu'il fallait faire, et c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'aide, c'était de passer en multitenante. C'est-à-dire plutôt que d'allouer chaque client sur un serveur, on envoie HAProxy, on répartit sur la totalité des serveurs en round robin, et puis ça s'autodébrouille, quoi. Pour faire ça, donc, je vous ai expliqué tout à l'heure les problèmes de colocalisation de données sur le cache. Pour faire ça, il fallait absolument mettre en place un cache partagé pour que toutes les instances des ad serveurs voient le même cache et les mêmes caches de pub et les mêmes caches de statistiques.
En fait, les petits caches qu'on avait avant, en fait, on va les mettre dans un grand cache partagé global qui va être transverse à tous les serveurs. Néanmoins, on a encore des caches qui sont locaux, qu'on peut laisser sur les serveurs, qui sont locaux à certaines machines. C'est les petits caches C4 qui restent. Ceux-là, il n'y a pas de besoin fonctionnel de les partager. Là, aujourd'hui, on a pu faire ça. On est passé à peu près 50 instances Redis par serveur. Il reste juste ceux qui sont localisés, enfin dont les données sont locales au serveur et ça ne pose pas de problème fonctionnel. Alors, pour faire ce cache, voilà les besoins qu'on avait. Donc, le premier, on a quand même un gros volume en transactions. C'est un cache qui, là, actuellement, à 3 milliards de requêtes secondes, on a à peu près 1 million d'opérations par seconde sur ce cache-là. Donc, c'est loin d'être négligeable. Comme moi, je n'étais pas salarié de Magic à temps plein, je n'avais pas le temps de mettre dans le code PHP. Donc la condition pour mettre ce cache, c'est qu'il ait une API qui soit 100% compatible avec Redis pour que ça soit plug and play et qu'on puisse remplacer l'un par l'autre sans quasiment aucune opération au niveau du code. Donc voilà. On voulait un cache qui soit distribué nativement pour pas avoir à se poser la question de single point of failure. Et enfin, on voulait un truc qui soit pas trop cher, parce que si pour faire le cache partagé, il fallait doubler le nombre de serveurs, économiquement, l'équation était juste pas bonne et c'était juste pas viable. Donc voilà les besoins desquels on est parti. Comment est-ce qu'on choisit un truc pareil? Déjà, il n'y a pas 50 solutions, il faut essayer. Vous pouvez lire toutes les datasheets que vous voulez sur les bases NoSQL, il n'y a rien qui remplacera un essai dans la vraie vie. Ensuite, il faut être prêt à faire des concessions, parce que vous ne trouverez jamais le produit parfait. J'y crois pas une seconde, il y aura toujours un endroit où ça coince. Et enfin, il faut bien être conscient du fait que ça sera long et compliqué. Surtout à ce niveau de performance-là, quand vous allez intégrer une base comme ça dans votre architecture et que vous allez la mettre en place, vous allez devoir faire du fine-tuning pendant un certain temps, vous allez découvrir des tas de choses, et ça ne va pas du tout être une opération transparente. Donc voilà les différents produits sur lesquels on a fait une étude plus ou moins poussée. Donc le premier, c'était Redis Cluster, sauf que c'était il y a 1 an et demi, et Redis Cluster, ça n'existait juste pas. Aerospike, QuasarDB, qui est une petite base de données NoSQL française qui marche très très bien, d'ailleurs, soit dit en passant. Couchbase, Riak, Cassandra. Il y avait aussi plein de solutions en cloud, par exemple DynamoDB ou Bigtable, les solutions fournies comme ça. On ne voulait pas de solution cloud parce que toute l'infra de Magic était sur serveur dédié. Et du coup, si on aurait eu des latences beaucoup trop grandes vers toutes les solutions cloud, on n'a pas pu aller plus loin sur ces solutions-là. Après pas mal d'études, on a fini par prendre Aerospike. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont joué avec Aerospike dans la salle? C'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a pris ça? Alors, on a pris ça déjà parce qu'il y avait déjà un embryon de wrapper PHP sur l'API Redis. Donc, ils avaient déjà commencé à faire une partie du boulot de fournir une API compatible Redis sur Aerospike. La deuxième raison, c'est qu'on pouvait implémenter des fonctions spécifiques en Lua server-side. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'en fait, dans Redis, il y avait pas mal de primitives sur les tableaux qui étaient utilisés. Et si vous n'avez pas du code server-side pour pouvoir émuler ça, vous avez des gros problèmes de transactionnalité. Vous ne pouvez pas faire ça à haut débit. Donc on avait absolument besoin d'avoir cette partie-là. Enfin, la dernière raison, c'est que ça pouvait marcher in memory, ce qui pour nous allait très bien, parce qu'on n'avait aucun problème, on n'avait aucune contrainte au niveau de la résilience et de la persistance des données. C'est des données transientes de cache, si on les perd, c'est pas très grave. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc là, vous avez le trafic sur un seul des deux data centers pendant toute une journée. Donc vous avez en read, vous voyez qu'on oscille entre 400 000 et 600 000 requêtes par seconde. On a quasiment que du read, ce qui veut dire que le cache fait bien son boulot. Et donc là, on est là-dessus avec seulement 3 nœuds Aerospike. Je vais vous expliquer après comment ça marche et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Le dataset qu'on a est tout petit. Donc vous voyez, on a à peine 7 gigas de données pendant la journée, c'est vraiment minuscule. Aerospike, c'est beaucoup plus designé pour gérer quelques terras que quelques gigas. Néanmoins, pour nous, ça fait parfaitement le job. Au niveau des performances, alors c'est un graphe qui est un peu compliqué à lire, ça m'a pris un peu de temps. Ce graphe-là donne le pourcentage de requêtes qui sont supérieures à la milliseconde.
Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en bas, il y a une ligne, et toutes les requêtes, en gros, sont en bas à 0%. Ce qui veut dire que toutes les requêtes sur les 600 millisecondes passent en inférieur à la milliseconde au niveau de la base. Donc ce qui veut dire des très bonnes performances. Les 3 courbes qui sont au-dessus, ça correspond aux requêtes sur des secondary index dans Aerospike. Donc nativement, c'est du clé-valeur. Néanmoins, vous pouvez mettre des secondary index pour indexer d'autres données. Et c'est ces requêtes-là qui, des fois, dépassent la milliseconde. Donc fonctionnellement, ce n'est pas un gros problème que ces requêtes soient au-dessus de la milliseconde. Donc vous voyez que sur toute la journée, c'est complètement flat, ça ne bouge pas, toutes les requêtes sont en dessous d'une milliseconde. Donc là, je vous ai fait, ça marche, c'est bien, c'est cool. Pour arriver à ça, ça n'a pas été rose tous les jours, on en a bavé. Donc ça a pris au moins 6 mois. À partir du moment où on a commencé à utiliser Aerospike, pour arriver à ça, ça a pris au moins 6 mois. Un des problèmes qu'on a eu, par exemple, c'est un problème de topologie. Je m'explique. Moi, j'avais pensé naïvement, c'est une base distribuée, je mets un nœud Aerospike sur chacun de mes ad serveurs, ça fait un gros cache distribué. En plus, c'est cool, on va pouvoir taper en local. On n'a jamais pu stabiliser cette solution. En fait, les charges CPU induites par les workers PHP avaient trop d'influence sur les performances d'Aerospike, et les performances d'Aerospike n'étaient pas stables. Donc on a dû complètement sortir le cluster Aerospike en dehors des ad serveurs pour pouvoir stabiliser la chose. Dès qu'on a sorti les nœuds Aerospike des ad serveurs, ça s'est très bien passé et ça s'est stabilisé tout de suite. Un des autres gros problèmes qu'on a eu, c'est la RAM. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un dataset qui faisait 8 Go, certes. Néanmoins, pour le faire tourner et qu'Aerospike soit heureux, il me faut 3 machines avec 132 Go de RAM. Si au début on avait 3 machines avec 16 Go, régulièrement Aerospike se faisait tuer par le noyau parce qu'il consommait trop de mémoire. Donc ok, mon dataset est tout petit, néanmoins Aerospike, comme on a des données qui sont très très transientes, le temps que la mémoire soit garbage collectée, on a besoin de beaucoup plus de RAM que ce qu'on utilise vraiment. Ensuite, on est tombé sur des problèmes de hotkeys. Donc sur une base de données distribuée, si vous avez une hotkey, c'est-à-dire une clé avec un nom fixe, tout de suite, cette clé va faire exploser les performances sur un nœud. Si vous voulez que ça marche bien, il faut que votre ensemble de clés soit très bien distribué. Si vous avez des noms de clés fixes, ça va exploser direct. Donc là, j'ai dû faire refactorer une partie du code fonctionnel par les développeurs pour qu'ils arrêtent d'utiliser des hotkeys et qu'ils aient systématiquement des noms dynamiques pour pouvoir répartir la charge entre les serveurs. Un autre problème qu'on a eu, c'est la bande passante. Entre les ad serveurs et Aerospike, et entre les nœuds Aerospike, au début, la première fois qu'on a déployé sur le data center US, on n'avait que 100 mégas entre les serveurs. Dès qu'on a mis Aerospike, on a plafonné les 100 mégas et ça a été la catastrophe. Donc on a dû upgrader toutes les liaisons en gigas entre les différents nœuds. Aujourd'hui, pour 600 000 requêtes secondes, on est à peu près entre 200 et 600 mégabits seconde sur les nœuds Aerospike de trafic entrant. Le fameux wrapper qui devait être simple et juste émuler une API Redis, j'ai dû le réécrire au moins 3-4 fois avant d'arriver à avoir le bon fonctionnel et les perfs corrects. Ça a été, voilà. Et enfin, on a découvert un certain nombre de limitations du produit Aerospike au fur et à mesure quand on l'a utilisé. On a dû évoluer sur notre façon de l'utiliser et tout. Sur le papier, ça avait l'air génial, mais dans la vraie vie, ça l'est beaucoup moins. Je vous donne juste un exemple. Sur Aerospike, une clé peut être associée à plein de valeurs. Sauf qu'en fait, le nombre de ces valeurs est limité. C'est comme une grosse hache, sauf que le nombre de clés, il n'y en a que 60 000, je crois. Et quand vous dépassez, Aerospike s'arrête. Donc ce n'est pas une vraie hash map, en fait. Donc voilà pour la partie cache partagée. Donc une fois qu'on a eu fait ça, l'architecture sur un data center, ça ressemblait à ça. Donc on avait les load balancers de tête, des ad serveurs dessous, beaucoup, avec chacun leur petit cache Redis, et un gros cache partagé Aerospike, avec à côté donc une base MySQL. Il y avait vraiment 3 load balancers et 3 nœuds Aerospike. Donc les nœuds Aerospike, c'était des grosses machines, mais pas tant que ça, c'était des 8 threads, 128 Go de RAM. Les ad serveurs, on ne fait que brûler du CPU, donc c'était des 40 ou 48 corps. Et les load balancers, c'était des petites machines avec 8 corps. Ensuite, on a pu passer en multi-data center.
Alors, au niveau de l'accès au cache partagé, ça aurait été trop long. Historiquement, le data center principal était aux US. On en avait besoin d'un en EU parce que au niveau de la proximité avec les ad networks et les clients. Donc, ça aurait été beaucoup trop long en termes de latence d'accéder à un cache partagé depuis l'Europe sur les États-Unis. Donc, on a mis un cache Aerospike de chaque côté. Donc, on a deux gros caches partagés, un sur EU, un sur US. Par contre, du coup, les ad serveurs qui sont en EU, ils tapent sur MySQL en synchrone. Donc les workers qui sont en background tapent en synchrone sur le MySQL US. Comme c'est que du background, ça pose aucun problème. Même si c'est un peu lent, ça ne pose aucun problème. Ensuite, on a déployé ça, on a fait du scale-out. Donc sur US, on avait 29 ad serveurs. 18 sur EU, donc en tout on était à peu près 3 milliards de requêtes par jour, 50 000 requêtes secondes, ce qui nous faisait à peu près 2200 threads. Quand on somme tout, ça faisait à peu près 2200 threads. En RAM, en tout sur les machines, il y avait 5 Tera de RAM. On en utilisait à peine 600 gigas. Donc c'est assez dû que sur un des deux fournisseurs, sur les data centers EU, il y avait des machines avec beaucoup de cœur qui étaient livrées avec beaucoup de RAM alors qu'on n'en avait absolument pas besoin. Et donc c'est amusant de voir que quand j'ai commencé à bosser pour Magic, leur principal problème c'était la RAM. Là vous voyez qu'aujourd'hui la RAM n'est absolument plus un problème, elle ne sert quasiment à rien. Donc on a donc deux clusters Aerospike. Sur les deux, quand on somme les deux, ça fait à peu près 1 million d'opérations par seconde. On a entre 10 et 12 gigas de données en permanence dedans. Donc on a 5 load balancers, 3 aux US, 3 aux EU, pour un total d'à peu près 250 mégabits dans les deux sens de bande passante, et un temps de réponse moyen à peu près 40 millisecondes sur chacune des requêtes. Voilà la page de monitoring principale sur un data center. Donc globalement, là, vous avez toutes les stats. À gauche, vous avez les stats au niveau les ad requests entrantes, donc celles qui arrivent des apps mobiles. Sur la deuxième colonne, vous avez les ad requests sortantes, celles qui vont vers les ad networks. Et sur la troisième et quatrième, vous avez en gros tout ce qui est Aerospike plus les stats serveurs. Donc la première qui nous intéresse, c'est les ad requests entrantes. Donc voilà sur une journée. Donc vous voyez qu'on a des pics à 25 000, un peu plus de 25 000 secondes. Donc on est entre 10 000 et 25 000 requêtes secondes. Chaque tranche, ça représente un ad serveur. Donc ça aussi un peu, mais pas énormément. Vous voyez que la répartition de charge est plutôt pas mal puisque les tranches sont à peu près égales en termes de taille. Les ad requests sortantes, donc là on est beaucoup plus faible. On en a 5000 entre 3000 et 6000 par seconde à peu près. Une autre courbe qui nous intéresse beaucoup, c'est le nombre d'erreurs par seconde. Donc là c'est bien parce qu'elle est basse, donc ça veut dire que tout va bien. On a juste eu un petit pic vers 6h du match, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on a le temps de réponse moyen. Donc vous voyez qu'on oscille entre 20 et 60 millisecondes à peu près pendant la journée. Chaque ligne, ça représente un ad serveur. Voilà. Et vous voyez qu'on peut le corréler quasiment linéairement avec la charge, avec la load sur les serveurs. Donc la load, c'est ce qui indique la charge du serveur. La recommandation, c'est que la load reste en dessous du nombre de cœurs. Donc vous voyez que quand on dépasse 40, donc sur des serveurs à 40 cœurs, les temps de réponse qu'on a vu sur le graphe d'avant commencent à s'améliorer et donc ça se passe beaucoup moins bien. Un autre point intéressant, c'est les lignes en bas. Donc vous voyez, il y a 3 petites lignes en bas. C'est les nœuds Aerospike. Donc vous voyez, on a des 8 cœurs et on a une charge à peu près à 2-3 pour servir les 600 000 requêtes secondes. Ce qui est bonheur, quoi. Ça marche très très bien, aucun problème. Au niveau du pricing, donc, on avait un coût qui était à peu près à 40 000 euros par mois. Sur l'Europe, on arrivait à peu près à 10 euros par thread. Donc c'était ça la métrique qui nous intéressait, en fait, c'était le coût par mois par thread de CPU. On était sur un engagement d'1 an. Sur les US, on était plus à 18 $ par thread, engagement d'1 mois aussi. La BAC qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs, c'est 40 threads, ça permet de servir à peu près 1000 requêtes secondes. Donc un serveur à 40 cœurs permet de servir 1000 requêtes secondes. Ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup en fait, selon comment est-ce qu'on voit le truc. Moi, je me suis toujours occupé juste de l'infra, on n'a pas pu chercher à optimiser ce fameux 1000 requêtes secondes. Mais ça aurait été un sujet intéressant. Si on compare si on va sur du cloud,
Donc sur des instances réservées sur 3 ans, on arrive à peu près à 32 $ par thread. Donc vous voyez qu'on est largement au-dessus de ça. Sur Google Compute Engine, on est à peu près à 50 $ par thread, sauf si on fait des instances préemptibles, donc qui sont tuables par Google quand ils veulent, ou toutes les 24 heures. On arrive à 8 $ par thread, où là on arrive à un prix intéressant. Donc, voilà. Au niveau des perspectives, donc, un des axes d'amélioration qu'il faudrait travailler, c'est améliorer ce fameux 1000 requêtes par seconde sur 40 cœurs. Une des pistes, c'est PHP 7, donc qui va nativement, pour faire du calcul brut, qui va 2 fois plus vite que le PHP 5. On n'a pas pu le faire parce que le driver Aerospike PHP 7 est toujours pas sorti. L'autre piste, ça aurait été d'utiliser HHVM, c'est-à-dire la VM PHP de Facebook. Néanmoins, on avait des problèmes de stabilité, ça s'exfoltait pas mal, donc comme la stabilité n'était pas au rendez-vous, pour l'instant, c'est pas fait. Un autre sujet, ça serait de passer sur du cloud. Alors pourquoi sur du cloud ? Ce qui est surtout intéressant sur la partie cloud, c'est l'élasticité. Comme vous avez vu, le trafic il n'est pas constant pendant la journée, donc on paye du serveur pour rien faire pendant une certaine partie de la journée. C'est pour ça qu'on aimerait bien passer sur du cloud pour pouvoir donc payer juste ce qu'on utilise. Néanmoins, ça pose un certain nombre de problèmes. Enfin, c'est pas si facile que ça à faire, mais c'est dans les tuyaux, c'est ce qu'on essaie de faire. Une autre solution, ça serait de refactorer complètement l'archi pour faire quelque chose de différent et de faire une archi, par exemple, basée sur du complex event processing, donc type Spark, pour prendre les add requests entrantes en tant qu'événement, refaire les calculs, publier tout ça dans un cluster Hadoop, Big Data. Donc une architecture entre guillemets plus moderne, basée sur des outils plus modernes. Néanmoins, ça, c'est en gros, on repart d'une feuille blanche et on recommence. Alors qu'on a un produit qui marche et qui tient la route et qui est plutôt stable, c'est pas quelque chose qui pour l'instant a été creusé. Avant de terminer, un petit bonus. Au niveau du cache partagé, on a dû stocker des statistiques. Pour ces statistiques-là, donc naïvement, on les a branchées sur le cache partagé pour voir ce que ça faisait. Ça a tout planté direct. Après, avec un peu de recul, quand on a vu ce que ça faisait vraiment, en fait, on s'est aperçu que sur un seul data center, on arrivait à 4 millions d'incrémentations par seconde. Autant vous dire qu'on pourrait faire 4 millions d'incrémentations par seconde avec Aerospike, mais pas avec 3 nœuds. Il faudrait faire du scale-out sur beaucoup de nœuds pour arriver à absorber ça. Néanmoins, comme c'était quand même quelque chose dont on avait besoin, on a trouvé une solution pour contourner ce truc-là. Donc les besoins, c'est donc les suivants. Donc un très gros volume. On a de la chance parce que c'est une incrémentation très simple, c'est du +1 sur un compteur, ça ne va pas plus loin que ça. On a beau avoir 4 millions d'incrémentations par seconde, le jeu de clés sur lequel on le fait, il est très faible. Il est largement en dessous. Et enfin, le dernier point qui est quasiment le plus important, c'est qu'on n'a pas besoin de temps réel. On veut que cette incrémentation, elle soit faite, mais on n'a pas besoin qu'elle soit faite maintenant. Elle peut être faite 30 secondes plus tard, 10 secondes plus tard. Donc voilà. Une fois qu'on a eu toutes ces informations-là, on a développé un truc pour faire les incrémentations en write-back. C'est-à-dire qu'au moment où le code PHP décide qu'il veut faire une incrémentation, il envoie un paquet UDP à un petit worker. Le worker en question, il va dispatcher cette demande d'incrémentation sur des serveurs qui sont dessous, qui vont les bufferiser. Et toutes les 30 secondes, on va vider ces buffers dans la base de données. Donc on part en haut de 4 millions d'incrémentations par seconde, pour arriver en bas en sortie des workers à environ 25 000 incrémentation par seconde, ce qui du coup est un volume qui est largement absorbable par Aerospike. Au milieu, on a mis du consistent hashing avec 0MQ pour faire automatiquement ce qui est load balancing, donc c'est-à-dire répartir les clés, et failover, quand il y a un nœud qui disparaît, ça ne pose pas de problème particulier. La partie consistent hashing permet de s'assurer qu'une clé donnée arrivera toujours sur le même serveur, ce qui permet encore d'améliorer le groupage des incrémentations. Encore une fois, c'est une solution qui ce coup-ci a été faite en node. Donc le dispatcher qui est en haut, il fait 60 lignes, et le buffer qui est en bas, il en fait 170. Donc c'est encore des toutes petites briques techniques qui nous ont permis d'améliorer significativement les choses. Voilà ce que ça donne sur les courbes. Donc vous voyez, en haut à gauche, c'est le nombre d'appels réels par seconde. Donc vous voyez, on oscille entre 2 et 5 millions. Et à droite, c'est le nombre d'appels réels sur le cache, donc 25 000. Parce qu'en plus, on les a batchés, c'est-à-dire que quand on fait sur un appel pour faire les incrémentations, on en fait 50 d'un coup. Et donc en faisant tout ça, on a réussi à très bien optimiser les choses. Voilà. Pour conclure,
Si j'avais que 3 choses, si vous avez que ça à retenir, c'est ça. Premier point, c'est qu'il faut toujours essayer de faire les choses les plus simples possibles. Ce qui marche, c'est les trucs simples. Le deuxième point, ce qui est un peu en contradiction avec le premier, c'est qu'il ne faut pas hésiter à pousser les outils. Aerospike, j'ai pas mal de friction avec les gens de Magic parce qu'ils disent ça marche pas ton truc, ça marche pas ton truc. Néanmoins, une fois qu'on a eu investi le temps nécessaire dessus, aujourd'hui on est super content de la solution. Donc il ne faut pas hésiter à pousser les outils pour aller vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ça évite de trop papillonner. Et enfin, le dernier point, c'est de prendre du recul. À chaque fois que vous prenez une décision technique, que ce soit d'archi, de code, il faut vous demander pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures solutions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour faire ça mieux, de meilleure façon? Et surtout, prendre du recul vraiment. Des fois, il peut y avoir des problématiques techniques qui sont réglées par des sujets humains. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, il nous reste 9 minutes 22 secondes pour les questions. Oui. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est qu'Aerospike? Donc Aerospike, c'est une base de données open source qui a un support payant. C'est développé en C, C++. Avant ça s'appelait CitrusLeaf. Et donc c'est du support payant, c'est gratuit. Ça marche plutôt pas mal. La communauté est très très active et il y a une nouvelle version tous les mois à peu près. Ça avance très très vite et ça marche plutôt très bien. Voilà. Il y a des drivers pour à peu près tous les langages de la Terre. Voilà, c'est... En fait, la problématique, c'était de ne pas avoir des serveurs sous-utilisés. Donc, si j'ai fait du consistent hashing, ça m'aurait probablement permis d'optimiser automatiquement de répartir automatiquement la charge, mais ça m'aurait pas garanti que tous les serveurs étaient utilisés de la même façon. Je sais pas si... Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on puisse envoyer une requête, quel que soit la serveur. Il fallait pouvoir dispatcher la charge n'importe où. C'est ça la raison principale du cache partagé. Ça, c'est lié à PHP en fait. Si j'avais fait du TCP, il aurait fallu établir la connexion TCP et éventuellement la garder ouverte avec les mécanismes de connexion persistante de PHP. J'avais vraiment pas envie de faire ça. Du coup, l'UDP, c'était beaucoup plus simple en termes de code pour le faire. Et en plus, je pense que c'est plus rapide parce qu'il suffit de d'écrire le job sur la socket et terminé. Voilà. Et comme on n'a pas besoin, un des avantages qu'on a, c'est qu'au niveau business, on n'a pas tellement besoin de résilience. Si on perd un job d'optimisation, ça n'a aucune importance. Donc les deux l'un dans l'autre, ça fait que c'est beaucoup plus simple à coder et probablement beaucoup plus performant. Oui. Pardon. Non, très peu. On a juste fait une étude rapide dessus, mais on n'est pas allé très loin avec les tests. Parce que notamment, si ma mémoire est bonne, on avait des problèmes. Le cache des pubs, donc le gros cache principal de Magic, il est implémenté avec des listes essentiellement. Et si ma mémoire est bonne, ça marchait pas très bien, ou alors c'était pas implémenté. Voilà. On avait un peu plus poussé les tests sur React, mais Couchbase, on s'était arrêté assez vite. Voilà. Non. Oui. Ça s'est étalé, j'ai commencé en septembre, pas l'an dernier, mais l'année d'avant. Donc ça s'est étalé sur à peu près un an. Pour faire tout ça, on a à peu près mis un an. Depuis là, 6 mois, c'est relativement stable. On fait que du tuning et et de la perf, mais c'est relativement stable. La partie, au début, ça a été assez long d'avoir des serveurs déployés automatiquement qui aient le même comportement fonctionnel et les mêmes performances que ceux qu'on avait avant, qui étaient déployés à la main. Ça, c'était la première partie longue. Et après, la deuxième partie, ça a été faire marcher un cache partagé donc, sur Aerospike, ce qui a repris à peu près 6 mois à peu près, de boulot. Néanmoins, en nombre d'heures, comme je ne faisais pas ça à plein temps pendant la journée, c'est pas si énorme que ça, quoi. Voilà. Oui.
Il y en a pas mal sur Aerospike aussi. C'est un truc qui est assez utilisé dans le monde de la pub, mais il y a beaucoup de concurrents qui sont sur des archis beaucoup plus modernes, basés sur du complex event processing avec du stockage, big data, Hadoop, ce genre de choses. Si on avait à refaire cette architecture aujourd'hui from scratch, je pense qu'on partirait sur ce genre de techno-là et pas sur une techno genre PHP avec de l'Aerospike derrière. Voilà. Oui. C'est une très bonne question. J'ai jamais été fan du concept. Enfin, Redis, fonctionnellement, c'est un bijou. Ça permet de faire des trucs très très compliqués très très facilement. Néanmoins, sur Redis, c'est quand même quelque chose qui est implémenté sur le modèle un thread avec une boucle événementielle. Quand vous tapez cette limite, c'est-à-dire que votre boucle événementielle est à 100% en permanence, vous êtes complètement bloqué. Donc on atteint une limite de scalabilité, et quand on atteint cette limite-là, elle est dure. Vous avez exactement le même problème avec du Node.js. Node.js, c'est très bien jusqu'au moment où vous tapez la limite de 100% de CPU sur un cœur, et là vous êtes mort. Donc j'ai jamais été fan de ce concept-là. Donc est-ce que si j'avais aujourd'hui à le refaire, je regarderais, oui, avec attention ce qu'il y a sur Redis Cluster, mais je suis pas sûr que j'irai là-dessus. Il y a un autre truc dont j'ai peu parlé, c'est en fait c'est la résilience, c'est la tolérance aux pannes. Quand il y a un nœud qui se coupe, est-ce que ça se load balance bien automatiquement? Est-ce que ça ne s'arrête pas? Sur tous les tests qu'on a pu faire, parce qu'on a perdu régulièrement en prod des nœuds Aerospike pendant quelques minutes, ça se passe plutôt très bien avec Aerospike. Je ne sais pas si actuellement, parce que Redis Cluster, ça a max 6 mois en production, est-ce que c'est aussi résilient que ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je suis pas sûr que j'irai aujourd'hui si je le testerai, oui, c'est sûr, et je suis pas sûr que j'irai dessus. Oui. Oui. Donc la question c'est comment est-ce que marche le monitoring multi-data center? En fait, ce qui se passe, c'est que tous les serveurs EU montent un VPN sur l'US, et donc ils remontent les métriques, les collègues d'air remontent les métriques via le VPN sur le centralisé côté US. Ça remonte directement par le VPN, il n'y a qu'une seule stack de monitoring en fait. Voilà. Et là, à chaque fois qu'on a des graphes, je vous ai souvent montré des graphes qui étaient mono data center, on a quelques graphes multi-data center qui permettent d'amalgamer les données, mais il n'y a qu'une seule stack de monitoring pour les deux. Ça remonte tout par les VPN entre les deux sites. Non? Plus de questions? C'est votre dernier mot? Très bien. Eh bien, merci encore pour votre attention.